Il allait se marier, mais son passé a sonné à la porte avec deux yeux identiques aux siens. Avant de plonger dans cette histoire émouvante, Moi, c'est Marie-Claire. C'est moi qui imagine ces histoires. Nous sommes encore une petite communauté et j'aimerais beaucoup que tu t'abonnes à la chaîne. C'est gratuit et ça m'aide énormément à continuer. le soleil d'automne caressait les toits de pierre du château de Saint-Laurent, un lieu d'élégance suspendu dans le temps, caché entre les collines dorées de la Bourgogne. Ce jour-là, tout semblait figé dans une perfection orchestrée à la seconde près. Des serveurs en gants blancs alignaient les coupes de champagne, les violonistes répétaient les premières notes de la marche nuptiale, et les invités, vêtus de tenues luxueuses, souriaient avec ce mélange de curiosité mondaine et de jalousie masquée. Au centre de cette mise en scène, debout devant le grand miroir doré d'un salon privé, Mathieu Delacour, 42 ans, PDG d'un empire technologique européen, ajustait le nœud de sa cravate ivoire. Il était l'homme que tout le monde voulait être. Beau, puissant, respecté. Son visage avait fait la couverture de Forbes. Ses discours étaient cités dans les écoles de commerce, et son nom s'imposait dans les conseils d'administration comme une évidence. Ce mariage avec Clarisse de Rochefort, héritière d'une lignée aristocratique parisienne, représentait l'union parfaite entre l'ancien monde et le nouveau. Une fusion d'élite. Et pourtant, alors qu'un styliste vérifiait pour la 3e fois la tenue de son costume Dior, Mathieu fixait son reflet avec une étrange inertie. Ses yeux, d'un vert limpide, semblaient chercher une réponse que personne n'osait poser. Il souriait, mais son regard trahissait une absence, un vide que même la fortune n'avait jamais su combler. Monsieur Delacour souffla son assistant. « C'est l'heure !» Il acquiesça mécaniquement. Une inspiration, une marche assurée dans les couloirs luxueux, un sourire pour chaque invité croisé. Il connaissait la chorégraphie par cœur. La cérémonie allait commencer sous peu. Les photographes se positionnaient, les murmures se muaient en silence solennel. Mais alors qu'il franchissait les portes du jardin central, là où l'arche florale attendait les futurs époux, le destin frappa. Littéralement, un murmure parcourut l'assemblée. Les têtes se tournèrent. Les violons cessèrent de jouer. À l'entrée du domaine, une silhouette féminine apparut. Elle portait une robe simple couleur terre, ses cheveux bruns relevés dans un chignon désordonné. À son côté, une petite fille d'environ 6 ans, vêtue d'une robe bleu ciel, tenait sa main. Sa peau était caramel clair, ses boucles épaisses tombaient sur ses épaules. Mais ces yeux-là, Mathieu sentit son cœur rater un battement. Il les connaissait, ils étaient des siens, il n'y avait pas d'erreur possible. Ce vert précis, entre la jade et la mer après la pluie, il ne l'avait jamais vu ailleurs que dans le miroir. Tout autour de lui, le monde s'effaçait. Le brouhaha, les regards, la cérémonie, tout semblait étouffé sous une chape de stupeur. Il avança de quelques pas, sans s'en rendre compte, comme attiré. La femme s'approcha lentement, guidée par une assurance fébrile, comme si elle n'avait pas été certaine d'arriver jusqu'ici, mais que rien ne pouvait plus l'arrêter. Lorsqu'elle fut à quelques mètres, elle s'arrêta. « Bonjour, Mathieu », c'était sa voix. Plus douce, plus grave aussi. Léna Morel, l'unique femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer, malgré les années, malgré les silences. Il voulut parler. Aucune syllabe ne sortit. La petite fille leva les yeux vers lui. Et dans ce regard innocent et familier, il comprit tout. Elle n'était pas venue seule, et tout allait basculer. Il s'appelait Mathieu Delacour, et à 42 ans, il avait atteint ce que la plupart considéraient comme le sommet. PDG d'une entreprise technologique cotée en bourse, architecte de plusieurs fusions historiques dans le secteur numérique, propriétaire de biens prestigieux à Londres, Singapour et Paris. Dans les couloirs du pouvoir économique, on disait de lui qu'il n'échouait jamais. Visionnaire, méthodique, glacé mais irrésistible, il inspirait autant la fascination que la crainte. Ce jour-là, le château de Saint-Laurent vibrait à l'unisson de son triomphe personnel. Chaque fleur, chaque assiette, chaque lumière avait été choisie par des équipes d'élite, dirigées par des organisateurs de mariage dont les noms se murmuraient dans les cercles les plus fermés de la haute société. Tout devait être parfait, à la hauteur de ce que représentait l'union entre Mathieu Delacour et Clarisse de Rochefort. Clarisse, une beauté classique,
Fille d'ambassadeur, élevée entre les salons viennois et les écoles suisses, elle portait le monde comme un gant de soie. Ses manières, sa grâce, son élégance silencieuse, tout en elle évoquait une époque révolue. Elle était l'alliance du prestige ancestral et de la stratégie moderne. Ils formaient un couple puissant, presque mythologique. La presse parlait d'un mariage d'or. Eux, ils ne démentaient pas. Et pourtant, au milieu de cette mécanique dorée, Mathieu se sentait seul. Il ne l'aurait jamais avoué, pas même à son propre reflet. Mais au fond de lui, dans une chambre secrète de son âme, une voix s'élevait parfois, lui murmurant que tout ce qu'il avait bâti l'avait éloigné de l'essentiel. Des visages s'étaient effacés, des souvenirs volontairement enfouis, des douleurs anciennes, recouvertes d'ambition. Lors de la répétition de la cérémonie, alors que Clarisse s'avançait vers lui sous l'arche de roses blanches, Mathieu la regardait comme on regarde une œuvre d'art dans un musée. Il admirait la perfection du tableau, mais quelque chose l'empêchait d'y entrer. « Tu es ailleurs », lui souffla Clarisse entre deux sourires forcés. « Non, je suis juste impressionné », répondit-il, esquivant la vérité comme il l'avait toujours fait. Plus tard, seul dans sa suite, il ouvrit le coffret en bois qu'un coursier avait livré sans mots, sans nom. À l'intérieur, une lettre. Une seule phrase, écrite à l'encre noire sur un papier épais. « Tu ne peux pas dire oui avant d'avoir vu ce que tu as laissé derrière. » Son cœur se serra. L'écriture lui était familière. Trop. Il replia la lettre, la rangea au fond d'un tiroir et appela son assistant pour s'assurer que la liste des invités n'avait pas été modifiée. Il ne voulait pas y croire. Il préférait penser à un hasard, à une blague de mauvais goût. Mais cette nuit-là, alors que le château dormait, il rêva d'un regard brun et d'un rire oublié, d'une peau chaude contre la sienne, d'un prénom qu'il n'avait plus prononcé depuis des années, Léna. Et quand il se réveilla, le matin du mariage, il avait ce pressentiment étrange, cette sensation familière mais indéfinissable qu'on éprouve avant un orage. Quelque chose, quelque part, allait changer, profondément. Et il avait raison parce qu'à quelques kilomètres de là, une femme caressait les boucles d'une petite fille aux yeux verts, lui murmurant qu'il était temps d'affronter la vérité. Et rien, désormais, ne pouvait empêcher leur arrivée. Le vent d'automne avait ce jour-là un goût d'ancienne mémoire, un parfum de bois sec et de pluie retenue. Alors que le château s'éveillait lentement à l'agitation du grand jour, dans une aile plus retirée, Mathieu était resté seul quelques instants, comme suspendu entre deux mondes. Il avait posé la lettre sur le bureau encore ouverte, son regard fixé sur l'encre noire, comme s'il tentait de lire au-delà des mots. Cette écriture, il la connaissait. Ce n'était pas une simple intuition. C'était une certitude brutale, viscérale, Léna. Son nom n'avait pas franchi ses lèvres depuis 7 ans. Il avait tenté de l'oublier, ou du moins de l'enterrer sous des montagnes de réunions, de conquêtes professionnelles, de chiffres et de signatures. Et pourtant, une seule phrase, une seule ligne avait suffi pour faire trembler l'édifice qu'il avait bâti. Il s'adossa lentement à la chaise, les yeux mi-clos. Et comme une fissure dans le barrage, les souvenirs commencèrent à couler. Un quai de gare, un après-midi d'été. Léna portait une robe verte, ses cheveux relevés en un chignon flou. Quelques mèches libres dansaient autour de son visage. Elle riait à une blague idiote qu'il avait faite, ce genre de rire franc qui transperçait l'armure. C'était leur dernière fois ensemble. Ils ne le savaient pas encore. Puis une autre image, plus froide. Leur dernier appel. Elle pleurait, il ne comprenait pas pourquoi. Il était à Tokyo, elle à Paris. Un malentendu, un message jamais reçu, une parole coupée trop tôt. Il lui avait dit qu'il n'avait pas le temps. Elle avait raccroché, et puis... plus rien, silence radio. Pas un mot, pas un email. Elle avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Et lui, par orgueil ou par peur, n'avait pas cherché à comprendre. Il s'était dit qu'elle n'était pas faite pour sa vie. Trop sensible, trop libre, trop vrai. Mais maintenant tout remontait. Il se leva brusquement, marcha jusqu'à la fenêtre. Dans les jardins, Clarisse posait avec ses demoiselles d'honneur, orchestrant les photos avec une précision militaire. Le contraste entre le présent ordonné et ce passé désordonné était saisissant. Son téléphone vibra. Un message de son assistant. « Derniers invités arrivés.
Tout est sous contrôle. Il répondit d'un merci, laconique, mais rien n'était sous contrôle. Il retourna à la lettre. Le papier était épais, artisanal. Il avait l'odeur des carnets qu'elle aimait offrir. La calligraphie était nette, un peu nerveuse. Il la relut. Tu ne peux pas dire oui avant d'avoir vu ce que tu as laissé derrière. Il la froissa, la jeta dans la corbeille. Puis il se ravisa, la ramassa, la déplia soigneusement et la glissa dans la poche intérieure de son veston. Il voulait croire que tout ça n'était qu'un jeu cruel de sa mémoire. Un sursaut de doute à la veille d'un engagement. Après tout, qui n'avait pas un fantôme au fond d'un tiroir? Il décida de n'en parler à personne. Pas à Clarisse, pas à son assistant, pas à son frère, son témoin, mais la vérité, c'est qu'il sentait qu'elle était proche, que cette lettre n'était pas un hasard. Il y avait dans l'air quelque chose d'électricité contenue, comme avant un orage. Et quelque part, dans un hôtel discret à quelques kilomètres de là, Léna Morel regardait sa fille dormir sur un grand lit blanc, ses bras écartés, paisible. Elle hésita un long moment. Puis elle sortit de sa valise une enveloppe identique à celle envoyée la veille. Vide cette fois, elle murmura, comme pour se convaincre, « C'est le moment, il mérite de savoir. Elle mérite de savoir. » Elle rangea les cheveux de la petite derrière son oreille. Et dans ce geste simple, fragile, se tenait le poids de 7 années de silence. Demain, elle franchirait la grille du château, et personne ne serait prêt à ce qu'elle apporte avec elle. Le ciel était d'un bleu éclatant. Il est presque indécent pour un jour si chargé d'attente. Dans les jardins du château, les chaises immaculées s'alignaient face à l'arche fleurie, dressées au milieu des rosiers centenaires. Les invités prenaient place avec élégance, murmures feutrés, éventails battants, lunettes de soleil dissimulant les regards curieux. Chaque mouvement était chorégraphié, chaque silence calculé. Les caméras discrètes capturent les instants pour la postérité. Rien ne semblait pouvoir troubler la perfection mise en scène. Soudain, la musique commença. Un quatuor à cordes lança les premières notes de Clair de Lune, une version revisitée pour cette cérémonie unique. Clarisse, radieuse dans une robe ivoire à manches longues, se tenait à l'abri, prête à faire son entrée. Mathieu, debout sous l'arche, droit dans son costume sur mesure, sentait pourtant un frisson parcourir sa colonne. Il fixait l'allée vide, son cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait cru possible. Les images de la veille revenaient. La lettre, le rêve, la silhouette de Léna. Il secoua légèrement la tête, comme pour se réancrer dans le présent, mais à cet instant précis, un mouvement attira l'attention des invités assis au premier rang. Une silhouette venait d'apparaître à l'entrée du jardin, à l'opposé de l'allée principale. D'abord, ce fut un souffle dans l'air, une cassure dans l'harmonie. Puis le silence. Elle était là. Léna avançait lentement, sa robe d'un beige doux flottant autour de ses jambes. Aucun bijou, aucun maquillage ostentatoire, mais une beauté saisissante, brute, réelle. Le genre de présence qui ne demande pas l'attention, elle la possède. Sa main tenait fermement celle d'une petite fille, droite comme une flèche. Cheveux bouclés rassemblés en une queue de cheval haute, une robe bleu ciel qui dansait au rythme de ses passes. Mais c'étaient ses yeux qui capturèrent tout, 2 éclats de vert pur, intenses, identiques. À ceux de l'homme sous l'arche, Mathieu, se figea, il connaissait cette couleur. Il la portait chaque jour dans le miroir, sans jamais penser qu'un autre regard pourrait refléter le sien de façon si exacte. C'était une évidence brutale, presque violente. Clarisse, debout à l'entrée, vit le visage de son fiancé se transformer. Il n'y avait pas de doute. La surprise, la peur, la mémoire, la douleur, tout passa dans ses traits en une fraction de seconde. Elle se tourna pour voir ce qu'il regardait, et elle comprit. Une tension invisible se forma dans l'air. Les murmures commencèrent à se propager, discrets mais perçants. Qui était cette femme? Que faisait-elle là? Et cet enfant? Pourquoi personne n'avait arrêté leur entrée? Mais Léna continuait d'avancer sans fléchir. Ses pas étaient mesurés, calmes, mais ses doigts tremblaient imperceptiblement sur la paume chaude de sa fille. Elle leva les yeux vers Mathieu, et dans ce regard chargé d'années de silence, de regrets, de blessures et de secrets, tout fut dit sans un mot. Il fit un pas en avant, instinctivement. Clarisse posa une main sur son bras. Il sursauta, comme s'il l'avait oublié. « Tu la connais ?» demanda-t-elle à voix basse, glacée. Il ne répondit pas.
Ses yeux étaient accrochés à ceux de Léna. Elle était plus belle qu'il ne l'avait jamais imaginée dans ses souvenirs. Le temps ne l'avait pas effacée, il l'avait renforcée. Son port de tête, sa mâchoire plus tendue, la tristesse noble au coin de ses lèvres. Et puis, il baissa les yeux. La petite fille fixait l'arche, curieuse, confiante, sans comprendre l'impact qu'elle venait de provoquer. Mais ce qui le frappa en plein cœur, ce fut son sourire. Il le connaissait, c'était le sien dans ses photos d'enfance. Et là, au milieu du silence suspendu d'une centaine d'invités paralysés, Mathieu Delacour comprit que rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant, parce qu'elle n'était pas venue seule et qu'un secret, vieux de 6 ans, venait d'entrer dans sa vie avec 2 jambes fines, une robe d'enfant et les mêmes yeux que lui. Léna n'avait pas dit un mot en s'avançant dans l'allée. Elle avait simplement gardé les yeux fixés sur Mathieu, comme s'il était la seule personne présente dans tout ce théâtre figé. Et lorsque leurs regards s'étaient enfin croisés, il n'y avait eu ni haine ni reproche, mais une profondeur silencieuse qui disait tout. Elle s'arrêta à quelques pas de l'arche. La petite Élise serrait sa main, légèrement inquiète face à tant de visages inconnus. Un murmure parcourut l'assemblée. Clarisse, droite comme une statue, le menton tremblant de colère contenue, s'écarta lentement, laissant un espace dans lequel Mathieu s'engouffra sans réfléchir. Il descendit les marches une à une, comme en transe. Lorsqu'il fut face à Léna, il ouvrit la bouche puis la referma. Il ne savait par où commencer. Mais elle savait. Elle s'adressa à lui d'une voix calme, grave, presque maternelle. « On ne peut pas parler ici. » Il hocha la tête, incapable de formuler une phrase cohérente. Elle tendit une main vers une employée du domaine qui comprit immédiatement. En quelques secondes, ils furent guidés à travers un couloir latéral, puis à travers une porte ancienne ouvrant sur un petit salon privé, orné de tapisseries anciennes et de fauteuils en velours vert. Mathieu entra le premier. Léna suivit, tenant toujours Élise par la main. Une fois la porte refermée, un silence épais s'installa. On n'entendait plus la musique, plus les invités, rien que le battement sourd de 3 cœurs en désaccord. Mathieu regarda l'enfant. Elle l'observait avec cette curiosité naturelle, mais aussi une douceur qui n'avait pas encore été déformée par la douleur du monde. Et lui, il sentait déjà les larmes monter. Sans même connaître son prénom, il sentait qu'elle était à lui. Léna s'agenouilla devant sa fille et murmura « Élise, ma chérie, tu peux aller jouer avec les crayons sur cette table. Je dois parler à ton père. » L'enfant ne réagit pas immédiatement. Elle tourna lentement la tête vers Mathieu, puis vers sa mère. Elle fronça les sourcils, comme si quelque chose venait de s'éclairer. Puis elle hocha la tête sans un mot et alla s'installer à une petite table de lecture, à l'autre bout de la pièce. Mathieu, en état de choc, répéta « Ton père ?» Léna le fixa. Les secondes s'étiraient, suspendues, douloureuses, puis avec une sincérité désarmante, elle dit « Oui, c'est ta fille. Elle s'appelle Élise, elle a 6 ans et demi. » Il recula d'un pas, comme s'il venait de recevoir un coup dans la poitrine. « Tu plaisantes. » « Je n'ai jamais plaisanté avec toi. » Il se mit à tourner en rond, sa main passant sur sa nuque, son souffle court. « Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu es parti comme ça? Tu as disparu. » Elle le regarda avec une douleur nue dans les yeux. « Parce que j'ai essayé. » Sa voix vacillait à peine, mais on sentait le poids des années. « Je t'ai appelé plusieurs fois. J'ai laissé des messages. J'ai même envoyé une lettre. Mais ta secrétaire m'a répondu qu'il valait mieux que je tourne la page, que tu étais passé à autre chose et que tu ne voulais plus entendre parler de moi. » Mathieu s'arrêta, figé. « Ma secrétaire? Une femme blonde, toujours au téléphone, très protectrice. Elle m'a dit que tu étais en déplacement permanent et que tu ne voulais plus être dérangé. » Il se laissa tomber sur un fauteuil. Les pièces du puzzle, qu'il avait ignorées si longtemps, tombaient brutalement en place. Il revoyait ses jours de stress intense, les changements dans son équipe, cette époque où il enchaînait les projets internationaux, les mois passés entre Tokyo, New York et Genève. Et pendant ce temps, elle était seule, enceinte, et il ne le savait pas. Il releva la tête, les yeux brillants. « Pourquoi tu n'as pas insisté? Pourquoi tu ne m'as pas attendu ?» La colère dans sa voix n'était qu'un masque à sa culpabilité naissante. Léna serra les poings. « Parce que j'étais brisé, Mathieu.
parce que je me suis retrouvé seul, dans un appartement vide, avec un enfant à venir, et personne à qui me raccrocher. Tu étais l'homme de ma vie, et j'ai cru que j'avais été juste un chapitre passager dans la tienne. » Il se leva brusquement, la fureur montant à sa gorge. « Tu ne m'as même pas donné une chance. Tu m'as effacé sans m'en parler. » Elle se leva aussi, leurs regards s'affrontant, intenses, brûlants. « Tu veux que je te dise ce que ça fait d'accoucher seul dans un hôpital où personne ne vient te chercher? Tu veux que je te dise ce que ça fait de regarder ton enfant grandir avec les mêmes yeux que l'homme qui t'a laissé tomber sans explication? » Sa voix se brisa. « J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai choisi de la protéger. De ne pas lui mentir, mais de ne pas te haïr non plus. Parce que malgré tout, je savais que tu n'étais pas un monstre. » Un silence terrible tomba sur eux. À l'autre bout de la pièce, Élise levait parfois les yeux de ses dessins, comme si elle sentait que quelque chose se rejouait sans qu'elle en comprenne encore les mots. Mathieu s'approcha de Léna. Très près. « Est-ce qu'elle sait ?» Elle secoua doucement la tête. « Pas encore. Elle sait que son papa n'est pas là, mais elle ne sait pas que c'est toi. » Il posa sa main sur la table, incapable de tenir debout. Mon Dieu! Et dans cette pièce baignée d'un silence lourd de tout ce qui n'avait jamais été dit, les murs du passé commencèrent à craquer. Léna reprit, la voix presque inaudible. « Je ne suis pas venu pour détruire ta vie, Mathieu. Je suis venu pour qu'elle connaisse la vérité. Et pour que toi, tu regardes enfin ce que tu as laissé derrière. » Et c'est à cet instant précis qu'on frappa à la porte. Une voix hésitante annonça de l'autre côté « Monsieur de la Cour. » Ils attendent. Mais ce que personne n'avait compris, c'est que tout ce que Mathieu croyait avoir voulu venait de s'écrouler. Et qu'il était temps, enfin, de choisir. Le souffle court, la mâchoire tendue. Mathieu resta figé quelques secondes, après que la voix à travers la porte lui eut rappelé que le monde attendait dehors. Ce monde qu'il avait façonné à coups de contrats, de négociations, de sacrifices. Ce monde qui, en cet instant précis, semblait n'avoir plus aucun sens. Il tourna lentement la tête vers Léna, qui se tenait debout près de la fenêtre, les bras croisés sur sa poitrine, comme pour se contenir. Elle ne pleurait plus. Son visage n'exprimait ni colère ni reproche. Juste cette lucidité froide, de ceux qui ont renoncé à attendre une réparation. Élise dessinait encore, paisible, étrangement détachée de l'orage émotionnel qui bourdonnait entre ses murs. Peut-être parce que les enfants ressentent les choses sans avoir besoin de les nommer. Mathieu passa la main sur son visage, comme pour essuyer un reste d'irréalité. Puis il souffla d'une voix rauque « Je dois y aller ». Léna hocha la tête. « Je sais ». Il s'approcha de la table, jeta un dernier regard vers Élise. Elle leva les yeux et lui adressa un petit sourire timide. Ce sourire l'écrasa de tendresse et de culpabilité mêlée. « Je reviendrai », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Puis il sortit. Le couloir semblait plus long, plus étroit qu'à l'aller. Ses pas résonnaient dans le silence tendu du château. Lorsqu'il arriva au bout, un membre du personnel s'avança, visiblement soulagé. « Monsieur de la Cour, tout le monde est en place. La mariée est prête. » Il acquiesça d'un geste bref. Mais au lieu de prendre la direction de l'hôtel, il bifurqua. Il traversa les jardins latéraux, contournant l'allée principale, sous les regards surpris de quelques invités qui le virent passer par la haie. Clarisse se tenait debout, le regard tourné vers l'entrée, prête à faire son entrée triomphale. Elle portait cette robe somptueuse que des mois de préparation avaient façonnée autour d'elle. Mais lorsqu'elle aperçut Mathieu s'approcher, hors cadre, seul, les traits de son visage se figèrent. Il avança jusqu'à elle. La musique s'était arrêtée, comme si le silence lui-même attendait la suite. Il se pencha vers elle, murmura quelques mots que seule elle entendit. Son visage se crispa. Elle recula d'un pas, la respiration coupée. « Tu es sérieux? Ici? Maintenant ?» Mathieu ferma les yeux une seconde, puis ouvrit la bouche. Mais elle le coupa, levant une main élégante. Elle inspira longuement, puis se tourna vers les invités, qui commençaient à comprendre que quelque chose clochait. Elle s'avança de quelques pas vers l'hôtel vide, saisit un micro posé là pour les discours. Sa voix s'éleva, ferme, maîtrisée. « Mes chers amis, je vous remercie d'être venus célébrer ce qui devait être un jour de joie. Mais parfois, la vie vous rappelle que les vérités les plus importantes ne peuvent pas être ignorées.
Ce mariage n'aura pas lieu. Je vous demande votre discrétion. Et votre respect. Un murmure de stupeur parcourut la foule. Les flashs des téléphones se déclenchèrent comme une pluie soudaine. Clarisse descendit lentement les marches, digne, le dos droit, tandis que Mathieu restait immobile, vidé. Puis il fit demi-tour, mais il ne retourna pas vers Léna. Pas encore. Quelque chose en lui résistait. Une partie de lui, blessée, confuse, incapable de passer d'une vie à une autre en un battement de cœur. Il alla s'isoler dans une salle vide, au fond du château. Là, il s'assit seul, devant une grande cheminée éteinte. Le feu en lui semblait tout aussi éteint. Son esprit revivait chaque instant. Le regard d'Élise, les mots de Léna, la rage contenue, les années perdues. Il n'y avait pas de mode d'emploi pour rattraper 6 ans d'absence. Pas de discours assez puissant pour mériter leur pardon. Mais il savait une chose, il ne pouvait pas faire semblant. Il ne voulait pas revenir en courant, jouer au père parfait, promettre ce qu'il ne comprenait pas encore. Il avait besoin de savoir, de ressentir, d'assumer. Le soir même, après que les invités furent partis dans une confusion feutrée, il retourna voir Léna. Elle était encore là, assise sur un banc dans la roseraie, Élise endormie sur ses genoux. Il s'accroupit devant elle, plus calme, plus vrai. Je veux la connaître. Je ne sais pas comment, je ne promets rien d'autre que ça. Mais je veux essayer. Léna le regarda longuement, puis elle acquiesça en silence. Et c'est ainsi que, dans le silence brisé d'un mariage avorté, un père et une fille commencèrent à se chercher, sans encore savoir qu'ils allaient se trouver. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la cérémonie interrompue. La presse s'était emparée de l'affaire avec une voracité sans pudeur. Le mariage du siècle tourne au scandale sentimental. L'ex disparaît, revient avec une enfant et fait éclater l'union dorée. Mathieu Delacour, le PDG, prit à son propre jeu. Les journalistes spéculaient, les actionnaires s'inquiétaient, les associés restaient silencieux, prudents. Mais au cœur de cette tempête médiatique, Mathieu ne lisait plus rien. Pour la première fois de sa vie adulte, il avait posé son téléphone sur silencieux et laissé son assistante gérer les urgences, car une autre urgence brûlait en lui, plus intime, plus essentielle. Le jeudi matin, sans prévenir, il quitta son appartement glacé du 8e arrondissement et prit un taxi pour Montmartre. L'adresse que Léna lui avait donnée était nichée dans une rue en pente, bordée de platanes fatigués et de façades aux volets délavés. Rien de spectaculaire. Un immeuble modeste mais vivant. Le genre d'endroit où les voisins se saluent, où les enfants jouent dans la cour, où la vie a encore une odeur de vrai. Il monta les escaliers, son cœur cognant plus fort que dans n'importe quelle réunion de conseil. Léna ouvrit avant même qu'il ne frappe, comme si elle l'avait senti arriver. Elle ne portait pas de maquillage, ses cheveux étaient attachés en un chignon rapide, une chemise en lin glissée dans un vieux jean. Et pourtant, à ses yeux, elle n'avait jamais été aussi belle. « Elle t'attend », dit-elle simplement. Élise était là, assise sur le tapis du salon, entourée de crayons de couleur, un cahier ouvert devant elle. Lorsqu'elle leva la tête, ses yeux verts s'illuminèrent. « Bonjour », dit-elle timidement. Il s'accroupit lentement, respectant son espace. « Bonjour Élise, tu veux me montrer ce que tu dessines ?» Elle lui tendit le cahier. Un château. Une femme aux cheveux noirs, un homme en costume et une petite fille au milieu. 3 cœurs au-dessus d'eux. Il sourit, touché. « Tu aimes dessiner ?»« Oui, et les puzzles aussi. Et les glaces à la fraise, » dit-elle fièrement. Ce fut le début. Les jours suivants, Mathieu revint. D'abord 1 heure, puis 2, puis des après-midi entiers. Ils allèrent au parc des Buttes-Chaumont, où Élise aimait nourrir les canards et glisser sur les toboggans. Il l'écoutait parler de son école, de ses amis imaginaires, de ses rêves étranges. Il n'avait jamais été doué avec les enfants. Mais avec elle, il apprenait à ralentir, à s'ouvrir, à rire sans raison. Léna les observait souvent de loin, un mélange de prudence et de tendresse dans les yeux. Elle ne disait rien, mais chaque sourire de sa fille, chaque éclat de rire partagé, était une cicatrice de moins entre eux. Un soir, après que Léna eut couché Élise, Mathieu resta encore un peu. Ils burent du thé, assis sur le petit canapé usé du salon. L'ambiance était douce, presque domestique. « Tu te débrouilles bien avec elle »,
dit Léna. Elle m'apprend. Je découvre un monde entier que j'avais ignoré. Elle hocha la tête. Et toi? Demanda-t-il soudain. Comment tu as fait tout ça, seule? Elle haussa les épaules. On n'a pas toujours le choix. J'ai eu peur. J'ai eu honte aussi. Et parfois, j'ai cru que je ne tiendrais pas. Mais, regarde-la, elle est là, forte, curieuse, entière. Il la regarda longuement. Tu l'as sauvée, murmura-t-il. Elle détourna les yeux, troublée. Plus tard, seule dans son lit, Mathieu se souvenait d'elle. Pas juste de la mère d'Élise, mais de Léna, celle qu'il avait aimée autrefois, celle qu'il avait perdue sans comprendre. Les souvenirs revenaient en vagues puissantes, leurs nuits à refaire le monde, leurs escapades dans les ruelles de Lisbonne, les silences partagés sur un banc au bord de la Seine. Il se rappelait ce jour où elle lui avait dit « Tu vas finir par courir plus vite que ton propre cœur ». Elle avait eu raison, et maintenant, il courait à rebours, vers ce qu'il avait oublié, vers ce qui comptait. Le lendemain, il appela son avocat. Il demanda à suspendre temporairement certaines responsabilités. Puis il contacta son directeur financier. Il voulait déléguer davantage. Il appela même Clarisse. La conversation fut brève mais respectueuse. « Tu as bien fait de choisir ton chemin », dit-elle sans amertume. Cette phrase l'accompagna jusqu'au soir. Il retourna chez Léna, apporta un puzzle pour Élise, du vin pour sa mère. Ils rirent, beaucoup. Une complicité renaissait, fragile mais réelle. Ce soir-là, alors qu'Élise dormait, Léna s'appuya contre l'encadrement de la porte et murmura « Tu changes, Mathieu ». Il leva les yeux vers elle. « Non, je redeviens ». Et sans qu'ils ne le sachent encore, le passé qu'ils avaient cru enterré commençait doucement à redevenir avenir. L'automne parisien avançait doucement, peignant les rues de teintes dorées et rousses, comme si la ville elle-même voulait offrir une toile douce sur laquelle réécrire une histoire oubliée. Dans le petit appartement de Montmartre, le quotidien avait changé de texture. Il n'y avait plus de regards méfiants, de silence tendu ou de gestes calculés. Il y avait désormais une sorte de rythme fragile mais réel, un souffle nouveau qui traversait les murs. Léna, au début, restait prudente. Elle accueillait Mathieu avec neutralité, veillant à ne pas lire trop dans ses gestes, à ne pas espérer trop tôt. Les blessures anciennes, même cicatrisées, brûlent encore sous la lumière des souvenirs. Elle avait appris à ne compter que sur elle-même, à ne pas se laisser bercer par les promesses des absents. Mais quelque chose en lui était différent. Pas seulement ses visites constantes ou les cadeaux discrets qu'il offrait à Élise. C'était dans sa façon de s'asseoir sur le tapis pour écouter attentivement, sa fille lui expliquait les règles d'un jeu inventé. C'était dans le soin avec lequel il retirait ses chaussures avant d'entrer, comme s'il ne voulait pas salir l'équilibre fragile qu'ils avaient construit sans lui. C'était dans ses regards, quand il croyait qu'elle ne les voyait pas, longs, tendres, douloureux parfois, comme s'il redécouvrait chaque détail qu'il avait autrefois négligé. Un soir, après avoir rangé la cuisine, Léna s'assit sur le canapé, une tasse de tisane entre les mains. Mathieu était encore là, Élise endormie dans sa chambre. Il s'installa près d'elle, un peu plus proche qu'à l'accoutumée, mais pas trop. Le silence entre eux n'était pas pesant. Il était habité. « Tu sais ce que je trouve le plus dur ?» dit-il soudain. Elle tourna doucement la tête vers lui. « Ce n'est pas de m'être trompé. Ce n'est pas d'avoir raté quelque chose d'important. C'est de me rendre compte que j'étais vide et que je ne m'en étais même pas aperçu. » Léna resta silencieuse. Quand j'étais gamin, mon père était toujours en déplacement. Ma mère, froide comme une vitrine. J'ai appris à ne pas déranger, à performer, à devenir quelqu'un qu'on applaudit, mais jamais quelqu'un qu'on serre dans les bras. Il marqua une pause. Avec vous, j'apprends à respirer différemment. Léna baissa les yeux, touchée malgré elle. Il reprit, la voix un peu plus rauque. Mais je ne sais pas encore si je suis capable de réparer. Elle leva les yeux vers lui. Et si ce n'était pas une réparation qu'on attend de toi? Et si c'était juste ta présence? Il ferma les yeux un instant, comme si ces mots avaient soulagé une tension qu'il portait depuis l'enfance. Le lendemain, ils partirent tous les trois pour une sortie à la campagne. Rien de spectaculaire, juste une journée dans une ferme pédagogique, avec des bottes pleines de boue, des rires d'enfants et des sandwichs préparés à l'aube. Élise caressait les chèvres, courait après les poules.
revenait en riant avec les mains pleines de terre. Léna et Mathieu marchaient derrière, en silence, mais leurs bras se frôlaient parfois. Le soir venu, dans la voiture de retour, Élise s'endormit sur la banquette arrière. Léna se retourna vers elle, émue. Mathieu, au volant, jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et dit doucement « Elle m'a manqué. » Avant même que je la connaisse. Léna posa sa main sur son genou, sans un mot. De retour à Montmartre, il resta encore un peu. Léna posa une assiette de pâtes sur la table. Ils dînèrent à deux, éclairés par une petite lampe d'angle. Elle lui parla de ses années d'absence, de ses choix, de ses doutes. Il l'écouta, vraiment. Et pour la première fois depuis des années, elle sentit que ses mots ne s'écrasaient pas contre un mur, mais qu'ils étaient accueillis, entendus. Vers minuit, alors qu'il allait partir, elle l'accompagna jusqu'à la porte. Il enfila son manteau, mit sa main sur la poignée, puis se retourna. « Est-ce que tu me laisses continuer à venir ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda longtemps, cherchant dans son regard autre chose qu'un espoir. Une constance, oui, mais viens en vrai. Pas comme un invité. Comme quelqu'un qui reste. Il hocha la tête, mais dès le lendemain matin, un appel surgit sur son téléphone. Un message urgent, une réunion avancée, un projet compromis. Et c'est ainsi que, sans prévenir, le monde réel frappa doucement à la porte de cette bulle de lumière, prêt à tout emporter. L'illusion de paix n'avait duré que quelques jours. Une trêve douce, suspendue dans le cocon fragile qu'ils avaient tissé à trois, entre les murs étroits d'un appartement de Montmartre. Mais le monde, le vrai, celui des flashs, des appels urgents, des contrats et des coups bas, n'oublie jamais ses proies. Le premier article parut un lundi matin. Sobre mais pernicieux. Delacour annule son mariage pour une ancienne maîtresse. Une enfant serait impliquée. Puis, comme une traînée de poudre, les titres explosèrent. Scandale au sommet. Un PDG rattrapé par son passé. Une fillette au regard troublant. Les photos qui posent question. Clarisse de Rochefort humiliée. Il n'est plus l'homme que j'ai aimé. La presse s'acharnait. Les chaînes d'infos tournaient en boucle des images volées du château, des extraits de discours de Clarisse, des suppositions sans fin sur la filiation de la petite Élise. Des paparazzis s'étaient postés en bas de l'immeuble de Léna, capturant chaque sortie, chaque retour de l'école, chaque course à l'épicerie du coin. Un matin, Léna trouva un journaliste collé à sa porte, micro en main, posant des questions qu'aucun enfant ne devrait entendre. Madame Morel, pourquoi avoir caché l'existence de cet enfant? Était-ce un plan? Une vengeance? Élise, cachée derrière les jambes de sa mère, tremblait. Ce soir-là, Léna explosa. Elle entra dans l'appartement, claqua la porte, ferma chaque rideau, puis appela Mathieu. C'est terminé. Je ne peux pas faire ça à ma fille. Elle ne mérite pas ça. Il tenta de la calmer, de lui dire qu'il allait gérer. Mais elle coupa court. Je pars. Et elle le fit. Le lendemain, elle déposa Élise chez une amie à Bordeaux, où elle serait à l'abri. Puis elle déconnecta tout. Téléphone, email, réseaux sociaux. Mathieu, lui, était pris dans une autre tempête. Le conseil d'administration l'avait convoqué en urgence. La salle était froide, tendue, pleine de regards accusateurs. Vous comprenez bien que nous devons protéger la réputation de l'entreprise, Mathieu. Ce scandale, ce n'est pas bon pour nos investisseurs. C'est votre vie privée, bien sûr, mais dans notre monde, il n'y a pas de cloison. Que comptez-vous faire ? Il les regardait tous, assis en cercle autour de lui, comme des juges face à un homme accusé d'avoir simplement aimé. Clarisse, elle, avait donné une interview exclusive. Elle y parlait de trahison, de choc émotionnel, de choix brutaux d'un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Les journaux saluaient son élégance dans la douleur. L'opinion publique la plaignait. Léna, elle, était qualifiée de manipulatrice silencieuse. Tout était inversé. Mathieu rentrait chaque soir dans un appartement vide. Plus de dessins sur la table basse, plus de rires dans le couloir. Juste le silence. Celui qui vous mord les talons quand vous avez attendu trop longtemps pour dire ce que vous portiez vraiment dans le cœur. Il essaya de la joindre, en vain. Il envoya des messages, des lettres, même une vidéo où il parlait à Élise, les yeux humides, la voix tremblante. Rien, il s'était battu toute sa vie pour des parts de marché, pour des acquisitions, pour des chiffres, mais jamais pour les siens. Et maintenant qu'il voulait se battre, il n'y avait plus personne à convaincre. Un soir,
Il alla chez elle, Montmartre. Il s'assit sur les marches de l'immeuble et attendit. La voisine descendit les poubelles, le reconnut. Elles ne sont plus là. Je crois qu'elle ne veut plus être retrouvée. Il hocha la tête, mais il ne bougea pas. Il resta là des heures, sous la pluie fine, dans la nuit parisienne, jusqu'à ce que son téléphone vibre, un numéro inconnu. Il décrocha, le souffle suspendu. La voix était fatiguée, loin, brisée. Elle pleure la nuit. Elle demande pourquoi tu ne viens plus. C'était Léna. Il sentit sa gorge se nouer. Dis-moi où vous êtes. Je viendrai. Elle resta silencieuse un instant. Puis, si tu viens, viens pour de vrai, pas pour réparer, pour rester. Il répondit sans hésiter. Oui. Et sans le savoir, il venait de faire le choix qui allait changer sa vie entière. Le train pour Bordeaux roulait à vive allure, fendant la campagne française dans un silence mécanique. Mathieu regardait par la fenêtre, son reflet superposé aux arbres, qui défilaient comme les souvenirs qu'il n'arrivait plus à retenir. Il tenait un sac léger, une chemise froissée et un cœur en vrac. Il n'avait rien préparé, sauf cette certitude. Il n'avait plus le droit de fuir. Léna avait répondu. Elle avait dit « viens », mais ce mot-là dans sa bouche n'était pas une simple invitation. C'était un seuil, une épreuve. Et peut-être un dernier espoir. Elle l'attendait à la gare. Aucune mise en scène. Juste un manteau long, un regard fatigué et cette beauté douce que la douleur rendait plus nette. Il n'y eut pas d'embrassade, pas même un sourire, mais dans les yeux de Léna, quelque chose avait changé. Une ouverture, une fissure dans le mur. Ils marchèrent côte à côte dans les rues calmes d'un quartier résidentiel. Bordeaux semblait figé dans une lumière douce de fin d'après-midi. Léna ouvrit la porte d'une petite maison avec jardin, prêtée par une amie. Élise n'était pas là. Chez une voisine, expliqua-t-elle. Ils s'installèrent à la cuisine. Du thé, une table en bois, une bougie allumée, sans raison. Puis, sans détour, Léna parla. « Il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. » Mathieu releva les yeux. Une tension immédiate envahit la pièce. Élise a une condition. Une maladie génétique, rare. Pas grave pour l'instant, mais elle doit être suivie. Il sentit sa respiration se bloquer. Quelle maladie? Elle sortit une feuille, pliée en 4. Un bilan médical, un déficit en alpha-1 antitrypsine. Ce n'est pas visible, pas encore, mais ça peut devenir sérieux. Problème pulmonaire, hépatique. Il lut le papier sans comprendre tous les termes, mais il reconnut quelque chose. « J'ai ça », murmura-t-il. « On m'a diagnostiqué à 20 ans. Mon médecin disait que c'était génétique. » Léna hocha lentement la tête. « Oui, elle l'a eu par toi. » Il s'effondra sur la chaise, les coudes sur la table, la tête entre les mains. Mon Dieu! Une vague de culpabilité l'écrasa d'un coup. Toutes ces années où elle aurait pu être suivie dès la naissance. Tous ces bilans qu'il aurait pu financer. Tous ces soins qu'elle aurait pu avoir plus tôt. Et lui, il n'avait même pas su qu'elle existait. Est-ce qu'elle souffre? Non, pas encore. Mais on doit surveiller, régulièrement. Et c'est un stress constant. Il leva les yeux, le regard brisé. « Pourquoi tu ne m'as rien dit dès le début ?»« Parce que je ne voulais pas que tu reviennes juste pour ça. Parce que je voulais que tu viennes pour elle. Pas pour te racheter. » Le silence se fit à nouveau. Mais il n'était plus hostile. Il était lourd d'un lien ancien, d'un amour cabossé, d'un avenir incertain. Il se leva, fit les 100 pas. « Je vais l'aider. Je vais prendre en charge les frais, les examens, les traitements s'il y en a. Je vais parler à mes médecins, à mes contacts. » Elle aura tout. Léna secoua la tête. « Elle a besoin de toi, pas de ton argent. » Il s'arrêta, figé, et là il comprit que ce n'était plus une affaire de cœur, ni même de pardon. C'était une affaire de présence, de constance, d'amour vrai, celui qui reste même quand les projecteurs sont éteints. Mais alors qu'il s'apprêtait à lui répondre, son téléphone vibra dans sa poche. Une fois, 2 fois. 3 fois, il l'ignora, puis un 4e appel, avec le nom affiché en rouge, Clarisse. Il décrocha, le ton sec. « Qu'est-ce que tu veux ?» La voix de Clarisse, à l'autre bout, était glaciale mais tendue. « Je ne t'appelle pas pour moi. Je t'appelle parce qu'il se passe quelque chose chez Delacourtec. Tu dois revenir maintenant. » Il fronça les sourcils. « De quoi tu parles ?»« Un rachat en douce, par ton bras droit. J'ai vu les documents. Il tente de te faire sauter. S'il réussit, tu perds tout.
Et pas seulement ton poste. Le monde revint sur ses épaules en une seconde. Léna vit son visage se durcir. Elle comprit. Vas-y. Je ne veux pas repartir. Tu n'as pas le choix. Il s'approcha d'elle, la regarda dans les yeux. Si je pars, ce ne sera pas pour fuir, ce sera pour me battre. Pour nous. Elle le fixa longtemps, sans mots. Puis enfin elle dit, alors bats-toi. Mais reviens. Et c'est ainsi que, entre une trahison professionnelle et une vérité médicale, Mathieu comprit que l'amour n'est pas un sentiment, c'est un choix renouvelé, chaque jour contre le chaos. Paris l'attendait comme un champ de mines. À peine descendu du train, Mathieu sentit la tension s'emparer de lui, acérée, glaciale. Le chauffeur qui l'attendait à Montparnasse le regarda dans le rétroviseur sans un mot. Le silence dans la voiture avait le poids d'une tempête. Il consulta rapidement les documents envoyés par Clarisse. Transfert suspect de fonds, signatures électroniques trafiquées, convocations internes non validées. Adrien, son bras droit depuis 10 ans, montait un coup contre lui. Une prise de contrôle en douceur, mais chirurgicale. Arrivé au siège, les portes s'ouvrirent sur un conseil d'administration déjà assis, déjà tendu. Les regards, autrefois remplis d'admiration, étaient devenus prudents, fuyants. Il présenta les preuves, argumenta avec la précision d'un homme acculé mais debout. Il parlait vite, mais qu'avec cette lucidité née dans les moments où tout peut basculer. Puis, au milieu de cette réunion décisive, son téléphone vibra, 1 fois, 2 fois, puis une notification. Léna Morel, urgentile, ne répondit pas. Il poursuivit son plaidoyer. Une voix intérieure lui disait « Tu es presque au bout, tu dois finir ». Il avait le soutien du président du comité d'éthique, un levier majeur, mais le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un message. « Mathieu, c'est Élise. Elle a fait une crise. On est à l'hôpital. » J'ai peur. Il lut ces mots sans respirer. Son sang se glaça. Il leva les yeux, vit les visages autour de lui, les tableaux PowerPoint, les contrats, et il se leva sans un mot. Il attrapa son manteau et sortit en courant. L'ascenseur était trop lent. Il prit les escaliers. Chaque marche cognait contre sa poitrine comme une cloche d'alarme. Il sauta dans un taxi, donna l'adresse de l'hôpital. Ses mains tremblaient. La pluie battait les vitres du véhicule. Rythmé comme un compte à rebours. Quand il arriva à l'accueil, il prononça le nom de sa fille pour la première fois à voix haute, devant des étrangers. Élise Morel, 6 ans. « Je suis son père. » L'infirmière le guida à travers un couloir blanc, trop long, trop vide. Au bout, une salle. Et à l'intérieur, Léna, assise, le visage décomposé, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Elle releva les yeux à son arrivée. Elle est là. Ils font des examens. Elle a eu du mal à respirer. Je ne savais plus quoi faire. Mathieu la prit dans ses bras, sans réfléchir. Elle se laissa faire. Ce n'était pas une étreinte d'amants retrouvés. C'était celle de 2 âmes brisées, unies par la peur. Une infirmière les fit entrer dans la chambre. Élise dormait, une perfusion dans le bras, un masque à oxygène sur le visage. Elle paraissait si petite, si fragile sous les draps blancs. Mathieu s'approcha, tomba à genoux près du lit. Il lui prit la main. « Papa est là ? » ?»« Je suis là, mon trésor. Je suis là, je suis désolé, tellement désolé. » Les larmes coulaient, silencieuses, sans effort. Des larmes qu'il ne pensait plus pouvoir verser. Il baisa doucement sa main, la serra dans la sienne. Léna, debout derrière lui, regardait la scène. Elle ne disait rien. Mais dans ses yeux, pour la première fois, il y avait une certitude. Il ne jouait pas un rôle. Il ne fuyait plus. Il était là, entier, nu et prêt. Il resta là toute la nuit, sans bouger. Il parla à l'équipe médicale, posa des questions, prit des notes. Léna dormait dans un fauteuil, épuisée. Il veillait. Au petit matin, Élise ouvrit les yeux. Ses pupilles brillèrent quand elle le vit. « Tu es venu. » Il sourit, les larmes oscillent. « Et je ne partirai plus. » Et dans cette chambre stérile, au milieu des bips réguliers des machines, une promesse naquit, plus forte que tous les contrats qu'il avait jamais signés. La chambre d'hôpital s'était vidée 2 jours plus tard, laissant derrière elle l'odeur du désinfectant, les draps froissés et quelques dessins oubliés sur la table de chevet. Élise allait bien. Les médecins étaient rassurants, les examens stables, l'alerte désormais passée. Mais dans le regard de Léna, quelque chose avait changé, un calme nouveau.
Froid, lucide, une décision déjà prise, comme si cette nuit de panique avait fermé une boucle silencieuse. Dans le hall en verre du centre hospitalier, Léna serra la main de Mathieu avec douceur. Il allait protester, chercher les mots, mais elle le devança à la voix posée. « Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as été là, vraiment là, mais maintenant, tu dois aller au bout de ce que tu es. Pas pour moi, pas pour elle, pour toi. » Elle baissa les yeux, inspira. « Je retourne à Bordeaux. Pas pour fuir, pour respirer. » Pour lui offrir un endroit paisible, loin des flashs. Il resta muet, chaque mot frappait juste, sans violence. Elle ne le quittait pas comme on claque une porte. Elle s'éloignait comme on ferme un livre dont on a trop attendu la fin. Élise courait déjà vers le taxi, insouciante. Elle croyait sans doute qu'ils se reverraient bientôt. Et elle avait raison, pensa Mathieu. Mais rien ne serait plus pareil. Le taxi démarra et lui resta là, seul sur le trottoir, les poches vides, les mains lourdes. Le soir même, il retrouva son appartement du 8e arrondissement. La porte se referma derrière lui avec un claquement sec. Ce lieu, autrefois théâtre de ses triomphes, lui parut étranger. Trop grand, trop silencieux. Il marcha lentement de pièce en pièce. Le salon, aux lignes nettes, immobile comme un musée. La cuisine sans odeur. La chambre froide. Il ouvrit les placards, cherchant inconsciemment un signe de vie. Rien. Pas un rire, pas une voix. Seulement l'écho de ses pas. Dans son bureau, il retrouva le tiroir que son assistant avait verrouillé lors d'un déménagement. Il l'ouvrit sans raison. Et là, entre deux dossiers, un objet plié en 4, une enveloppe. Son cœur ralenti, il l'ouvrit, une lettre froissée, datée de 7 ans. Signée de la main de Léna. Je ne sais pas si tu liras cette lettre, mais je voulais te dire que je suis enceinte et que je ne veux pas te forcer. Juste t'informer. Juste que tu saches. Il se laissa tomber dans le fauteuil, incapable de respirer. Tout était là, depuis le début. Elle avait tendu la main. Elle avait essayé. Et c'était lui qui n'avait pas su voir. Il relut la lettre. 2 fois, 3 fois. Puis il la posa sur son bureau comme un rappel permanent. Une pierre posée sur son cœur. Il passa la nuit à marcher entre les murs de verre et de marbre de son propre royaume. Il regarda les photos de ses voyages, les trophées, les coupures de presse. Aucun d'eux ne le regardait dans les yeux comme Élise l'avait fait à l'hôpital. Aucun d'eux ne faisait battre son cœur comme la voix de Léna à l'aube. Il comprit que l'homme qu'il avait été ne pouvait plus revenir. Il ne voulait plus diriger un empire. Il voulait mériter un foyer. Au lever du jour, la lumière entra dans l'appartement avec une douceur qu'il n'avait jamais remarquée. Il ouvrit les fenêtres. L'air frais de Paris s'infiltra. Il ferma les yeux, et dans ce souffle de matin clair, il sut ce qu'il devait faire. Le train pour Bordeaux quittait Paris dans une lumière pâle de fin d'automne. Cette lumière douce et grise qui rend les décisions irrévocables. Mathieu, assis près de la fenêtre, tenait dans ses mains une feuille pliée. Ce n'était pas un discours, ni un plan stratégique. C'était une simple phrase, écrite au centre d'une page blanche, d'une encre noire presque tremblante. « Je ne veux plus réparer. Je veux construire. » Il l'avait écrite dans la nuit, après avoir lu et relu la lettre de Léna. Ce n'était pas une déclaration. C'était un engagement, une prière muette. Un abandon total de tout ce qu'il croyait devoir être. Quand il arriva à Bordeaux, il ne prit pas de taxi. Il marcha. Les rues calmes de la ville respiraient une paix qu'il n'avait pas connue depuis l'enfance. Il passa devant une boulangerie, une librairie de quartier, un jardin d'enfants. Puis enfin, il s'arrêta devant une grille verte. L'école. Il resta là un instant, le cœur battant si fort qu'il en avait mal aux côtes. Des parents sortaient avec leurs enfants, des rires résonnaient. Et au milieu du groupe, une silhouette. Petite, cheveux bouclés, cartable violet sur le dos. Élise. Elle s'arrêtait pour attacher son écharpe, seule. Léna n'était pas encore arrivée. Mathieu s'approcha, lentement, prudemment. Quand elle leva les yeux et le vit, son visage s'illumina. Il s'agenouilla devant elle, les genoux dans la terre, les mains tremblantes. « Je suis là, Élise. Maintenant, pour toujours. » Elle resta figée un instant, puis posa ses 2 petites mains sur ses joues. « Tu ne vas plus partir. » Il secoua doucement la tête, les larmes aux cils. « Non, plus jamais. » À ce moment-là, une voix les interrompit, calme, fatiguée, incrédule. « Mathieu. » Il se retourna, Léna debout au bord du trottoir,
les mains dans les poches de son manteau. Elle n'avait pas bougé. Seule sa respiration s'était accélérée. Son regard passait de sa fille à lui, comme si elle ne comprenait pas encore que ce qu'elle craignait le plus, être abandonnée, venait de basculer. Il se leva, avança vers elle. « Je ne suis pas venu pour la voir 1 heure, ni pour m'excuser encore, ni pour jouer au père parfait. Je suis venu parce que je n'en peux plus d'être absent de ma propre vie. » Elle ne dit rien, il continua, la voix basse, intense, vraie. « Je ne veux pas réparer, je veux construire. Avec toi, avec elle, pas un château en verre, un foyer, un petit endroit bancal avec des crayons partout et des disputes pour qui fait la vaisselle. Je veux la réalité. Je veux vous. » Elle le regardait immobile. Dans ses yeux, un ouragan, de colère, de peur, d'amour. Surtout d'amour, il fit un pas de plus. « Je ne suis plus le même. Tu m'as changé. » Elle m'a changé. « Et si tu me laisses entrer cette fois, je ne ressortirai pas. » Silence. Puis lentement, elle tendit la main, il la prit. Comme on attrape une corde au bord du vide, et dans ce simple geste, le passé fut pardonné, le présent accepté, et l'avenir possible. 1 an s'était écoulé. 12 mois d'un silence nouveau, non pas vide mais habité. Un silence plein de rires discrets, de voix d'enfants dans les escaliers, de musique qui s'échappait parfois d'un vieux poste posé sur le rebord de la cuisine. Le tumulte des médias s'était éteint. Les jugements s'étaient dissipés. Et dans un coin tranquille du sud-ouest de la France, entre les cyprès et les champs d'oliviers, un autre monde avait commencé. Ce matin-là, le soleil baignait le jardin d'une lumière tiède, presque irréelle. Des guirlandes blanches flottaient entre les arbres, des nappes légères recouvraient les tables installées dans l'herbe, et l'odeur du pain chaud se mêlait à celle des fleurs sauvages cueillies la veille. Rien n'était excessif. Rien n'était mis en scène. Tout était vrai. Au fond de l'allée, Léna apparaissait dans une robe crème aux lignes simples, les cheveux détachés, les yeux brillants. À ses côtés, marchant fièrement, Élise, dans une petite robe assortie, portait un bouquet presque aussi grand qu'elle. Ses boucles dansaient autour de son visage rayonnant. Elle tenait la main de sa mère d'un côté et de son père de l'autre. Mathieu n'avait pas voulu de costume 3 pièces. Il portait une chemise en lin, un pantalon beige, et le regard de quelqu'un qui avait traversé l'arrogance pour arriver à la simplicité. La cérémonie se déroula sous un vieux chêne. Un ami de la famille, non religieux mais profondément humain, avait écrit quelques mots sur la reconstruction, sur la patience, sur la beauté des secondes chances. Chaque phrase résonnait comme une évidence. Les invités, une trentaine seulement, essuyaient leurs yeux ou souriaient en silence. Lorsque Léna prononça ses vœux, elle parla de l'absence, du vide qu'on choisit de ne plus remplir avec du bruit. Elle parla aussi du courage de revenir, de regarder quelqu'un et de dire « Je ne t'attends plus, mais je suis là, ouverte ». Il y racontait l'amour, la lâcheté, la peur du vide, et ce qu'on découvre quand on a le courage de ne plus courir. Il n'était pas devenu un autre homme, il était devenu un homme entier. Un après-midi à Paris, il croisa Clarisse par hasard. Elle tenait la main d'un homme aux cheveux poivre et sel, élégant, qui riait avec elle comme s'il la connaissait depuis toujours. Lorsqu'elle vit Mathieu, elle s'arrêta. Ils se regardèrent un instant. Il n'y avait plus de rancune, plus de silence tendu. Seulement 2 adultes ayant survécu au théâtre des apparences. « Tu as l'air heureux, dit-elle. « Je le suis. » Elle hocha la tête, sourit. « Moi aussi. » Puis elle ajouta avant de repartir, « Tu sais, elle ne t'aurait pas attendu éternellement. Tu as eu de la chance. » Il resta là quelques secondes, regardant son dos s'éloigner. Elle avait raison. Le luxe n'était plus dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il avait retrouvé. Et quand il rentra à la maison ce soir-là, Élise l'attendait sur le pas de la porte, une fleur sauvage à la main. « C'est pour maman. Tu peux lui donner ?» Il la prit, la serra contre lui, et dans ce geste, dans ce regard, dans cette vie devenue lente et vraie, il n'y avait plus rien à rattraper, seulement à vivre. Et quelque part, sur la table du salon, un cadre avec une photo, les 3, main dans la main, devant le vieux chêne. Une famille, enfin. Le jour se levait doucement sur la campagne, filtrant à travers les rideaux en lin blanc de la chambre encore tiède de sommeil. Dans la petite maison de pierre aux volets verts, le silence était d'or,
ponctué seulement par le chant discret des oiseaux et le cliquetis du percolateur dans la cuisine. Le monde dehors semblait en pause. Mathieu, en t-shirt, les pieds nus sur le parquet, marchait lentement jusqu'au salon. Il s'était réveillé avant tout le monde, comme souvent depuis qu'il avait troqué les réveils brutaux de sa vie d'avant contre la lenteur choisie des matins partagés. Il alluma une lampe, se servit un café, puis aperçut un petit papier posé au milieu de la table, un dessin. Il le prit avec délicatesse, ses doigts effleurant les traits de crayon de couleur encore frais. Au centre, une grande main, une moyenne, une petite, reliée, au-dessus 3 cœurs rouges. Et en dessous, écrit d'une écriture maladroite, en lettres capitales, « Papa, maman et moi ». Il resta figé. Son regard se brouilla. Ce n'était pas une œuvre d'art, ce n'était pas un chef-d'œuvre à exposer. C'était un manifeste silencieux, une victoire. La preuve que tout ce qu'il avait choisi de changer, de perdre, de reconstruire, valait la peine. Un frisson remonta doucement le long de sa colonne. Non pas de froid, mais de ce genre rare de gratitude qui n'a pas besoin de mots. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, les larmes suspendues aux cils. Il souriait, pas un sourire social, pas un sourire pour une photo. Un vrai, profond, humble. Dans le couloir, des pas légers, Élise, les cheveux en bataille, son doudou contre la poitrine, le regard encore endormi. « Tu as vu mon dessin ?» demanda-t-elle en frottant ses yeux. Il s'accroupit, ouvrit les bras. Elle s'y blottit. « Oui, mon ange. Et je vais le garder pour toujours. » Puis vint Léna, dans une robe de coton, les cheveux mouillés d'une douche rapide, un sourire doux sur les lèvres. Elle s'approcha, les yeux dans les siens. Pas besoin de parler. Mathieu se leva, prit la main de sa femme, puis celle de sa fille. Ils sortirent ensemble dans le jardin, la rosée collant encore aux herbes hautes. Le ciel s'ouvrait lentement, teinté d'or et de rose. Au loin, les collines ondulaient comme une mer tranquille. Ils marchèrent en silence. Juste leurs pas, leur souffle, et le bruissement léger du vent dans les feuilles. La caméra, invisible, s'élevait doucement. On voyait leurs silhouettes s'éloigner, main dans la main, les 3 cœurs du dessin devenu chair, un chemin simple, une route ordinaire, mais cette fois ensemble ouverte. Il y racontait l'amour, la lâcheté, la peur du vide, et ce qu'on découvre quand on a le courage de ne plus courir. Il n'était pas devenu un autre homme. Il était devenu un homme entier. Un après-midi à Paris, il croisa Clarisse par hasard. Elle tenait la main d'un homme aux cheveux poivre et sel, élégant, qui riait avec elle comme s'il la connaissait depuis toujours. Lorsqu'elle vit Mathieu, elle s'arrêta. Ils se regardèrent un instant. Il n'y avait plus de rancune, plus de silence tendu. Seulement 2 adultes ayant survécu au théâtre des apparences. « Tu as l'air heureux, dit-elle. « Je le suis. » Elle hocha la tête, sourit. « Moi aussi. » Puis elle ajouta avant de repartir, « Tu sais, elle ne t'aurait pas attendu éternellement. Tu as eu de la chance. » Il resta là quelques secondes, regardant son dos s'éloigner. Elle avait raison. Le luxe n'était plus dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il avait retrouvé. Et quand il rentra à la maison ce soir-là, Élise l'attendait sur le pas de la porte, une fleur sauvage à la main. « C'est pour maman. Tu peux lui donner ?» Il la prit, la serra contre lui, et dans ce geste, dans ce regard, dans cette vie devenue lente et vraie, il n'y avait plus rien à rattraper, seulement à vivre. Et quelque part, sur la table du salon, un cadre avec une photo, les 3, main dans la main, devant le vieux chêne, une famille, enfin. Le jour se levait doucement sur la campagne, filtrant à travers les rideaux en lin blanc de la chambre encore tiède de sommeil. Dans la petite maison de pierre aux volets verts, le silence était d'or, ponctué seulement par le chant discret des oiseaux et le cliquetis du percolateur dans la cuisine. Le monde dehors semblait en pause. Mathieu, en t-shirt, les pieds nus sur le parquet, marchait lentement jusqu'au salon. Il s'était réveillé avant tout le monde, comme souvent depuis qu'il avait troqué les réveils brutaux de sa vie d'avant contre la lenteur choisie des matins partagés. Il alluma une lampe, se servit un café, puis aperçut un petit papier posé au milieu de la table, un dessin. Il le prit avec délicatesse, ses doigts effleurant les traits de crayon de couleur encore frais. Au centre, une grande main, une moyenne, une petite, reliée, au-dessus 3 cœurs rouges.
Et en dessous, écrit d'une écriture maladroite, en lettres capitales, « Papa, maman et moi ». Il resta figé. Son regard se brouilla. Ce n'était pas une œuvre d'art, ce n'était pas un chef-d'œuvre à exposer. C'était un manifeste silencieux, une victoire. La preuve que tout ce qu'il avait choisi de changer, de perdre, de reconstruire, valait la peine. Un frisson remonta doucement le long de sa colonne. Non pas de froid, mais de ce genre rare de gratitude qui n'a pas besoin de mots. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, les larmes suspendues aux cils. Il souriait, pas un sourire social, pas un sourire pour une photo. Un vrai, profond, humble. Dans le couloir, des pas légers, Élise, les cheveux en bataille, son doudou contre la poitrine, le regard encore endormi. « Tu as vu mon dessin ?» demanda-t-elle en frottant ses yeux. Il s'accroupit, ouvrit les bras. Elle s'y blottit. « Oui, mon ange. Et je vais le garder pour toujours. » Puis vint Léna, dans une robe de coton, les cheveux mouillés d'une douche rapide, un sourire doux sur les lèvres. Elle s'approcha, les yeux dans les siens. Pas besoin de parler. Mathieu se leva, prit la main de sa femme, puis celle de sa fille. Ils sortirent ensemble dans le jardin, la rosée collant encore aux herbes hautes. Le ciel s'ouvrait lentement, teinté d'or et de rose. Au loin, les collines ondulaient comme une mer tranquille. Ils marchèrent en silence. Juste leurs pas, leur souffle, et le bruissement léger du vent dans les feuilles. La caméra, invisible, s'élevait doucement. On voyait leurs silhouettes s'éloigner, main dans la main, les trois cœurs du dessin devenu chair, un chemin simple, une route ordinaire, mais cette fois ensemble. C'est encore moi, Marie-Claire. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez et si vous avez aimé mon histoire. J'adore lire vos petits mots.